Une jeune fille tombe amoureuse d'un homme plus âgé, Comment ça va? qui n'est pas ce qu'il semble. Ses rêves sont brutalement brisés, tandis que l'obsession vire à la haine. Et elle se retrouve embarquée dans une violence meurtrière, dans une choquante et terrifiante, fatale liaison. Pour beaucoup de gens, les riches exploitations agricoles du Nebraska constituent le cœur même de l'Amérique. Grandes plaines, douces collines, un sentiment de tranquillité troublé de temps à autre par une tempête violente qui se déchaîne, laissant la destruction et la misère dans son sillage. Juillet 2004. Jennifer Hitchcock est avec des amis à une soirée à Lincoln. Il y a un visage inconnu. Salut. Salut, ça va? L'inconnu est Maurice Mason. Votre petite amie n'est pas là? Je n'ai pas de petite amie. Bien que Maurice ait 15 ans de plus qu'elle, elle se sent aussitôt attirée par lui. Enchantée. Soudain, il était tout pour elle. Et je crois qu'elle était attirée par l'idée d'avoir quelqu'un avec qui elle pourrait fonder une famille. Jen cherche un peu de bonheur dans la vie. Elle a eu une enfance délicate, son père et sa mère souffrant tous deux de problèmes mentaux. Elle était chez sa grand-mère, elle était chez sa tante, elle était dans des familles d'accueil. C'est une situation stressante pour une adolescente. Maurice Mason use de son charme pour vite s'installer dans la vie de Jen. Et donc au début, je pensais qu'il s'agissait d'une relation plutôt normale. Mais Jennifer, éperdue d'amour, commence bientôt à découvrir que Mason a une face bien plus sombre. C'était le grand amour dès le début, mais il a exploité sa vulnérabilité. Mason s'aperçoit qu'il peut facilement manipuler Jen et la persuade assez vite de le laisser emménager chez elle. Ils vivent désormais ensemble et la véritable nature de Maurice Mason apparaît. C'est un monstre autoritaire, totalement obsédé par Jen. Il voulait toujours la voir à l'œil. Et elle ne pouvait rien faire toute seule sans qu'il veuille savoir où elle était et ce qu'elle faisait. Et peu à peu, c'est devenu de plus en plus tendu. Jennifer rêve de devenir infirmière, mais elle s'est jetée dans la gueule du loup. Et elle est prisonnière dans sa propre maison. Elle doit désormais faire attention à elle. Mais où tu vas enfin? Faire un petit tour? Oh non, profite pas de mon absence. Tu vas nulle part sans m'en parler avant. Elle était censée rester là. Elle ne devait aller nulle part, elle ne devait pas sortir, elle ne devait même pas ouvrir la porte. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu dois m'en parler d'abord. Tu vas nulle part sans me le demander. L'emprise de Mason sur Jennifer passe d'abord par les menaces et la violence. Et les menaces ne concernent pas seulement Jennifer. Maurice l'a menacée de tuer son grand-père. Il l'a menacée de faire sauter sa maison. Ça paraît dingue de dire des trucs comme ça. Ça semble complètement fou, mais elle avait vraiment peur qu'il le fasse. Elle subit de terribles tortures psychologiques. Choisis. Pourquoi? Choisis, c'est tout. Discute pas, choisis. Et c'était ou moi, ou un ami commun. C'est pas drôle. Fais ce que je te dis, ou il meurt. Il n'avait pas besoin d'être en colère en permanence pour l'avoir sous sa coupe. Il lui suffisait juste de menacer de l'être. C'est compris.
Après des mois de mauvais traitements, de menaces et de séquestration, Jen trouve finalement le courage de s'enfuir de sa propre maison. Elle avait trop peur de lui pour lui dire qu'elle ne voulait plus qu'il reste. Alors elle lui a écrit une lettre pour lui demander de la laisser partir. Jen retourne dans sa famille. Mais en quelques jours, Mason la recontacte et lui fait son numéro de charme. Il persuade Jen qu'il s'en ira et la laissera tranquille si elle lui accorde une dernière faveur, en souvenir du bon vieux temps. Tu viendras avec moi? Ah non, Allez, on va voir mon fils dans le Wisconsin. Il allait voir son fils et il voulait que Jen l'accompagne. Il n'allait partir que quelques jours. je ne sais pas. Un dernier voyage. Pour moi. D'accord. Merci. Les quelques jours se transforment vite en semaines. Inquiets, les amis et la famille de Jen essaient de l'appeler. Tu crois que je t'entends pas? Quoi qu'elle veuille, il faisait en sorte qu'elle ne l'ait pas. Il promet plusieurs fois qu'ils vont rentrer au Nebraska. Mais ce jour n'arrive jamais. Mason profite pleinement de l'avoir sous la main. Hey, viens ici. Je finis le chapitre. Elle est vraiment devenue son esclave sexuelle. Viens avant que je te traîne ici de force. Si elle couchait avec lui, il lui promettait qu'il allait la ramener chez elle. Puis, au moment de partir, il avait toujours une excuse pour expliquer pourquoi ce n'était pas possible. Mason
C'est une façon atroce de traiter un autre être humain. Et ça renforce l'idée que Mason est un grand malade, un pervers. Jennifer est blessée, meurtrie, tuméfiée. Mason élabore un plan pour lui laisser le temps de guérir et pour rester avec cette femme qu'il ne peut laisser partir. Il savait que si quiconque la voyait dans cet état, il aurait de gros ennuis, il irait même en prison. Alors il a décidé de repartir dans le Wisconsin avec elle et de se cacher, en espérant que ses blessures guérissent. Mason avait désormais une emprise totale sur Jen. Elle a donc accepté de le suivre, tout en sachant au fond d'elle-même que cela n'allait pas bien se passer. Dans l'immédiat, Mason et Fryer ont un souci plus urgent. Ils ont un besoin pressant d'argent. Et une vieille connaissance est sur le point de découvrir que quand Maurice Mason appelle, les ennuis arrivent. Non! Arrête-toi! Non! Tu me fatigues! Non! Maurice Mason a battu presque à mort son ex-compagne, Jennifer Hitchcock, car elle a osé essayer de le quitter. À présent, accompagné de son fan numéro 1, son influençable neveu Benny Fryer, Mason parcourt à nouveau les 800 km séparant Lincoln, Nebraska, du Wisconsin, afin d'éloigner Jennifer de sa famille. Il sait que ses proches appelleront la police s'ils voient les marques des coups qu'elle a reçus. Mais il manque d'argent. Mason a échafaudé un plan, kidnapper un gars qu'il avait rencontré dans un centre de réinsertion à sa sortie de prison. Jennifer est à nouveau enfermée dans le coffre. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser Klein voir Jen dans l'état où elle était. Il craignait qu'il ne soit effrayé. Alors ils l'ont ligotée avec de l'adhésif et remise dans le coffre. David Klein, 45 ans, vit à Mauston, dans le Wisconsin. Et il est attiré hors de chez lui par la promesse d'avoir de la drogue. Klein était un type régulier. Ils arrivent à une grange, non loin de là. On va s'arrêter là un moment. Et Klein a demandé « Qu'est-ce qu'on fait là ?» Qu'est-ce qu'on fait là? On a de l'herbe là-dedans. Et Mason lui a dit « On a de la marijuana là-dedans, c'est pour ça qu'on est là. » Bien. Ouais les gars, mais enfin... Oh! Mets-lui de l'adhésif sur les yeux. Sur les yeux. Prenez l'argent, je vous le laisse. Mason saisit l'occasion pour montrer à Jennifer qu'elle s'en est bien tirée, mais qu'il est capable d'infliger beaucoup plus de douleur et de souffrance. Quand Mason a conduit Jennifer à l'intérieur de la grange, c'était pour lui donner une leçon. Tu vois ça? Tu vois? J'ai fait ça. Une leçon pour dire, si tu n'obéis pas, tu vas toi aussi connaître une mort lente et douloureuse. Ils disent à Klein qu'ils vont téléphoner pour indiquer où il se trouve, afin qu'il soit secouru. Mais ils ne le feront jamais. Cet après-midi-là, ayant un nouveau plan pour braquer une banque, ils s'arrêtent à un magasin proche, où Fryer achète un fusil de chasse calibre 12, des munitions et une scie à métaux. Fryer a pu acheter le fusil car il n'avait pas de casier, à l'inverse de Mason, et ils sont sortis du magasin avec le fusil. Le soir, June Klein rentre chez elle, et son mari n'est pas là. J'entendais la télévision. Je suis entrée dans la maison et il n'était pas assis dans le fauteuil. Bon, ce n'était pas inhabituel chez lui. J'ai pensé qu'il était peut-être allé voir un de ses amis dans le quartier. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter jusqu'à ce que June
fasse une découverte troublante. J'ai remarqué que ses cachets pour l'épilepsie étaient restés là. Il ne les avait pas emportés. Et c'est alors que j'ai commencé à m'inquiéter un peu. Elle appelle le bureau du shérif de Juneau pour signaler la disparition de son mari. Nous avons signalé dans tout le comté qu'il avait disparu, qu'il avait besoin de médicaments, et son nom et son signalement ont été entrés dans le fichier central. Une voisine dit aux agents qu'elle a vu Klein avec 2 inconnus ce matin-là. Elle a vu une voiture rouge dans l'allée de la maison des Klein, et elle a vu Klein discuter avec 2 hommes. Le véhicule était immatriculé dans le Nebraska. Cependant, Mason, Fryer et Jennifer arrivent dans un motel de Baraboo, à presque 50 km de l'endroit où ils ont abandonné Klein. Et maintenant, on fait quoi? Je sais pas encore. Alors, ils scient le canon de leur fusil pour qu'il soit plus facile à dissimuler et trouvent de nouvelles idées pour voler davantage d'argent. Braquer de montrer qu'il est le personnage fort et puissant de braquer des banques. Car les banques sont bien protégées par des gardes armés. Et Mason n'a pas l'intention d'être blessé ou tué dans un braquage qui tourne mal. Alors il parle juste de braquer des banques, mais ne prévoit pas du tout de le faire. Le lendemain, ils se rendent dans la campagne, trouvent un endroit isolé et testent le fusil. Mason et Fryer ont discuté de ce qu'ils allaient faire à propos de Klein. Ils l'ont laissé ligoter dans une grange abandonnée et ils ont dit qu'ils allaient téléphoner pour signaler où il se trouvait. Mais Mason a pensé que s'ils faisaient ça, Klein allait les dénoncer et il serait arrêté. Alors ils ont décidé de ne rien faire. Le duo va ensuite passer un moment dans un terrain de chasse plasmé sur des futurs braquages. Maintenant, sois gentil. Tu sais ce qui se passe, sinon... Embrasse-moi. 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 Tu sais, Benny, j'aime vraiment cette fille. Je sais. Je sais. Mais elle en sait trop sur ce qu'on a fait. Trop sur nous. Trop sur moi. Laissez-moi sortir. Je veux sortir de là. La ferme, Jennifer. Jennifer est enfermée dans sa voiture, qui est alors embourbée. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Ils ont donc été obligés de partir à pied. Ils ont marché un moment et sont arrivés à un bar. À 21h30, Benny Fryer entre dans le bar. Il m'a dit qu'il avait un problème avec sa voiture et qu'il voulait téléphoner. Donnant un faux nom, Fryer appelle un taxi qui passe les prendre tous les 3 devant le bar. Le chauffeur, John Romberg, pense qu'il s'agit d'une course banale. Romberg ne savait pas du tout à qui il avait affaire. Pour lui, c'était des clients ordinaires qu'il allait ramener chez eux, et voilà. Il ne se doutait pas qu'il transportait des gens dangereux. Peu de temps après, ils sont de retour à Baraboo, à 18 km, là où ils ont scié le canon du fusil. Maurice Mason n'a pas d'argent pour payer le taxi. Et il décide que le moment est venu de montrer combien il peut être méchant. J'ai pas d'argent. Si vous payez pas, j'appelle la police. Il n'a même pas cherché à le voler. Il l'a abattu de sang-froid. John Romberg, âgé de 50 ans, est mort sur le coup. C'était un homme d'une grande bonté, toujours désireux d'aider autrui. Le meurtre de Romberg
montre combien Mason est psychotique. Et c'est une autre indication qui démontre à quel point la vie des autres n'a guère de valeur à ses yeux. Le trio se rend une rue plus loin, dans une maison occupée par le frère de Fryer, sa belle-sœur et une autre femme. Ceux-ci voient aussitôt que Jennifer est choquée et qu'elle a été agressée. Et Mason a admis qu'il l'avait frappée au cours d'une dispute. La famille de Jennifer savait que Mason était un homme très violent. J'en peux plus. Je dois pas rester avec lui, il est fou et je ne sais même pas. De quoi vous parlez? De rien. De rien? Viens voir un peu. La police de Baraboo reçoit un rapport signalant une voiture suspecte qui semble abandonnée. Je suis arrivé sur les lieux. On pouvait voir que le chauffeur de taxi était mort, tué d'une balle dans la tête. Les enquêteurs comprennent vite que l'argent n'est pas le mobile du crime. Quand on a vu le sac d'argent entre les deux sièges, on a su que ce n'était pas un braquage. Ensuite, on s'est demandé si c'était une vengeance personnelle, si quelqu'un était en colère contre lui. La police procède à une enquête de voisinage pour avoir une piste, mais cela ne donne rien. La plupart des gens auxquels on a parlé nous ont dit qu'ils n'avaient rien vu et rien entendu. Vu l'heure tardive du crime, beaucoup de gens s'apprêtaient à se coucher ou l'étaient déjà. Elle contacte le central des taxis. On m'a dit que le chauffeur était allé au Poor Nate, à Lake Delton, prendre un passager. Ensuite, le chauffeur a notifié qu'il avait embarqué 3 passagers. Les agents se rendent au bar et parlent au propriétaire. Un agent est venu et m'a demandé si je travaillais quand le type est venu téléphoner. Et j'ai dit oui, et je lui ai montré où était le téléphone. Quand on a su que le gars s'était servi du téléphone et de l'annuaire pour appeler un taxi, on les a emportés, en espérant qu'il aurait peut-être laissé des empreintes, voire de l'ADN. Il m'a demandé si je pouvais décrire le type et j'ai dit oui, certainement. Il avait une allure assez particulière pour que je puisse le reconnaître n'importe où. Nous savions que nous avions un point de départ. À 48 km de là, à Moston, la police continue à chercher David Klein, qui a été ligoté et laissé dans une grange isolée 5 jours auparavant. Après quelques jours sans résultat, nous avons vérifié auprès d'un grand nombre de centres médicaux si Klein ne faisait pas partie des patients ou s'il n'y avait pas un patient inconnu et non identifié, mais cela n'a abouti à rien et nous n'avions pas d'autres pistes. Le matin suivant, Mason, Fryer et leurs prisonnières sortent à nouveau. Ils se rendent dans les bois, Mason essayant de déterminer ce qu'ils vont faire ensuite. Ils ont commencé à gravir la colline avec Jane. Et ils ont assez vite conclu que la fête était quasiment terminée. Ils avaient tué un chauffeur de taxi, ils avaient abandonné une vieille connaissance attachée à un poteau, et ils en sont arrivés à la conclusion qu'ils n'allaient pas tarder à être arrêtés. La virée violente et meurtrière de Maurice Mason touche à sa fin. Mais quelqu'un doit encore mourir. Après avoir ligoté, volé et abandonné un ancien ami dans une grange, et après le meurtre d'un chauffeur de taxi, Maurice Mason et son neveu Benny Fryer comprennent qu'ils vont être activement recherchés par la police. Avec leur prisonnière, l'ex-petite amie de Mason, ils montent au sommet d'une colline de Lake Delton, dans le Wisconsin, sans savoir ce qu'ils vont faire ensuite. Les deux hommes songent à un pacte suicidaire. Ils ne voulaient pas aller en prison. Ils ont donc passé un pacte. L'un des deux allait tuer l'autre, puis la fille, puis se suicider. Mais aucun des deux n'a les tripes pour cela. Mason tue le temps en faisant une chose qu'il a faite souvent.
Il viole Jennifer. Son neveu a une faveur sordide à lui demander. Fryer s'est approché de Mason et lui a dit « Tu sais, j'ai pas eu de femme depuis longtemps. J'aimerais moi aussi me faire Jennifer. Ça marche ?» Mason autorise Ben à violer Jennifer. Il peut ainsi passer aux yeux de son neveu pour un père bienveillant. Ça satisfait aussi ses fantasmes sexuels de voir Jennifer humiliée. Et cela place Ben encore plus sous sa coupe, le rend encore plus facile à manipuler. J'ai froid. Je veux rentrer chez moi. On va rentrer bientôt. Tout va bien se passer. Après avoir vu souffrir son ancienne petite amie, Mason décide que son amour doit mourir. Tu sais ce que tu dois faire. Je t'aime, tu le sais. Je t'obséderai toujours. S'il te plaît, Ben, ne me tue pas. Dieu, à l'aide. Pitié. Non. Et alors, Fryer l'a abattu d'une balle dans la tête, à bout portant. Un meurtre de sang-froid. Une fois le fusil jeté dans les broussailles environnantes, le duo se rend en ville pour savourer un dernier moment de plaisir. Ils se sont ressaisis, sont entrés dans un restaurant et ont commandé chacun un steak et du homard grillé comme si de rien n'était. Mason et Fryer demandent au directeur du restaurant d'appeler la police. On a reçu un appel disant que 2 individus qui avaient fait un gros repas au restaurant voulaient qu'on appelle la police. Ils ont dit que c'était urgent et qu'ils ne diraient rien de plus. Ils voulaient juste parler à la police. Vous avez demandé la police? Monsieur l'agent, vous devez nous arrêter. Pourquoi je ferais ça? Parce que... on a une sacrée histoire à vous raconter. Ils sont d'abord arrêtés pour avoir commandé les repas sans intention de les payer. Mais une fois en garde à vue, ils racontent à la police leur virée sanglante. Benny Fryer reconnaît les faits en bloc, mais refuse de rentrer dans les détails. Il a dit qu'ils avaient tué plusieurs personnes et qu'ils voulaient voir un avocat. C'est tout ce qu'il a dit. Le sergent Britt interroge Mason, qui lui révèle tout. C'était comme une spirale infernale. Il était calme. La plupart de ces faits étaient sans importance pour lui. Bien qu'il ait brutalisé, enlevé, violé et tué Jennifer, Mason déclare qu'il l'aimait. La meilleure amie que j'ai jamais eue dans ma vie. Chaque minute que j'ai passée avec elle, c'était du bonheur, même dans les situations difficiles. Par moments, elle voulait partir, et j'aurais dû la laisser partir. Pitié. J'aimais Jen. Elle méritait pas ça. Mason accepte de mener les enquêteurs à la dépouille de Jennifer. J'ai conduit Mason sur les lieux du crime. Nous avons marché à travers champs. Nous sommes arrivés près de l'endroit où était le corps et Mason s'est arrêté. Il ne voulait pas s'approcher plus. Et j'ai continué pour aller voir le corps. Ensuite, j'ai vérifié son pouls et j'ai eu confirmation que Jennifer était bien morte. Mason déclare qu'il avait prévu de voler John Romberg.
le chauffeur de taxi, et de l'enfermer dans le coffre, mais qu'il n'avait pas l'intention de le tuer. J'étais assis dans le taxi. J'ai armé le flingue, j'ai commencé à sortir du taxi et c'est là que le coup est parti. Et on s'est barré. Mason raconte aussi l'agression contre son ancien ami, David Klein. En fait, je suis pas fier de ça. Vous n'avez pas pensé qu'il pouvait mourir, bâillonné avec cet adhésif? J'ai fait un trou au niveau du nez pour qu'il respire. Je craignais plutôt que des animaux entrent dans la grange et le dévorent. Et puis je me suis dit qu'il n'était pas si bien ligoté que ça et qu'il allait finir par se détacher. Nous avions un homme abandonné dans un bâtiment annexe. Il commençait à faire froid. Il faisait sans doute 4 degrés cette nuit-là, et ça continuait à baisser. Alors nous étions très inquiets pour la santé de David Klein. Mason accepte de conduire la police à l'endroit où il a laissé Klein. Cela fait 6 jours qu'il est ligoté dans la grange. Sera-t-il toujours vivant ? Maurice Mason mène les enquêteurs à une grange isolée, près de Lake Delton, dans le Wisconsin. 6 jours plus tôt, lui et son neveu, Benny Fryer, y ont abandonné David Klein, attaché à un poteau, après l'avoir volé. Quand ils arrivent sur place, Mason refuse de descendre de voiture. Il a juste dit, on dirait que c'est par là. Et là où nous étions se trouvaient plusieurs bâtiments agricoles à l'abandon. Il est là. Je le voyais bouger. Je savais donc qu'il était vivant. Le retrouver vivant était une bonne surprise. Passer 6 jours là-dedans, sans manger, sans boire, avec les mains liées dans le dos, sans pouvoir bouger, c'était formidable qu'il soit toujours vivant. Mais David Klein ne se tire pas indemne de ce calvaire. L'adhésif a coupé la circulation sanguine vers ses mains. David avait les mains très enflées, elles étaient décolorées, et on pouvait voir qu'il y avait un gros problème. En raison de l'état de ses mains et de son état général, nous n'allions pas défaire ces liens. Nous l'avons détaché du poteau afin de le libérer, mais nous avions peur, si nous défaisions les liens de ses mains, d'aggraver son état de santé. Alors qu'une ambulance est appelée, les agents informent Mason que Klein est vivant. Je lui ai demandé ce que ça lui faisait, et il a juste haussé les épaules. Pour June, l'épouse de David, c'est un grand soulagement. Et puis, l'inquiétude. La police a appelé, David avait été retrouvé vivant. À l'hôpital, j'ai vu qu'il avait les mains en très mauvais état et les médecins ne pensaient pas pouvoir les lui sauver. Les médecins annoncent la nouvelle. David doit être amputé des 2 mains. Il était assommé par les médicaments, mais il comprenait. David Klein se fait doucement à la vie avec des prothèses et dit à sa femme que sa volonté lui a permis de survivre à cet horrible calvaire. Il ne pensait pas qu'il allait mourir, car il a une grande force intérieure, et il savait qu'il allait s'en sortir. Je crois que c'est un miracle qu'il ait survécu. Et survivre à tout ça, sur une durée aussi longue et avec le froid, c'était un bel exploit de la part de David. Je me vois et je me suis toujours vu comme quelqu'un d'affreux, de minable pour tout ce que j'ai fait. J'ai toujours voulu que les gens me voient comme quelqu'un de gentil. Et je sais qu'étant assis là dans ces circonstances, je le suis pas. Mason et Fryer sont inculpés de mise en danger de la vie d'autrui pour l'enlèvement de David Klein. Tous deux sont également inculpés de l'enlèvement de Jennifer Hitchcock et d'homicide volontaire. Pour le meurtre du chauffeur de taxi John Bromberg, Maurice Mason doit répondre d'une autre inculpation d'homicide volontaire. Durant l'investigation, Mason continue de parler aux enquêteurs. Il lui demande pourquoi Jennifer a été tuée.
Mason m'a dit que Jennifer devait mourir pour plusieurs raisons. Ce sont ses mots, elle devait mourir. Le braquage de David Klein, dont il pensait qu'il allait mourir, puis le meurtre du chauffeur de taxi. Elle avait été témoin de tout ça. Ça inquiétait Mason et elle devait disparaître. Elle devait mourir. Ainsi, elle ne pourrait pas témoigner contre lui. Mais la principale raison pour laquelle il a assassiné Jennifer, c'est pour être sûr qu'elle serait toujours à lui, qu'elle n'irait pas avec un autre. Une jeune femme qu'il a aimée, tourmentée, torturée et finalement supprimée. Il ne pouvait pas supporter l'idée qu'il allait se retrouver en prison et qu'elle serait dehors avec d'autres gens à vivre sa vie. S'il ne pouvait pas l'avoir, personne ne devait l'avoir. La famille de Jennifer a toujours du mal à comprendre sa mort tragique. Elle était jeune, belle, elle avait bon cœur. Elle méritait tellement de vivre. Elle était bien trop jeune pour mourir. Ce qui est arrivé à Jennifer est vraiment un rappel pour nous tous de la cruauté de ce monde. C'était une fille qui avait eu un passé perturbé. Et sitôt qu'elle a rencontré ce funeste Mason, elle a été persécutée. Et cela a abouti à des coups violents, un enlèvement. Bouge pas! Un viol. Et pour finir, un meurtre, une balle dans la tête à bout portant. C'est de la cruauté au plus haut degré. Et ce qui lui est arrivé est une tragédie terrible. Maurice Mason plaide coupable de toutes les charges et écope de 2 condamnations à perpétuité pour les meurtres de Jennifer Hitchcock et de John Romberg. Il est aussi condamné à 50 ans de détention pour l'enlèvement de David Klein. Klein a survécu, mais il a dû être amputé des 2 mains. Et quand il est venu entendre le verdict du procès de Mason, Mason s'est tourné vers lui, l'a regardé et lui a dit « Si j'avais su que tu allais survivre, je t'aurais tué ». Encore une indication de l'individu sans pitié qu'il est. Il a essayé de réaffirmer sa domination sur Klein pour montrer publiquement qu'il avait toujours l'ascendant sur lui. Il a dit cela en plein tribunal. Car il ne pouvait pas reconnaître en public que Klein était en fait plus fort que lui pour avoir survécu à un tel calvaire. Mason dit aux enquêteurs que la vie en prison convient à sa personnalité. C'est curieux de dire ça, mais je suis à l'aise en prison, je vais bien. J'ai pas de problème en prison. Le neveu de Mason, Benny Fryer, plaide également coupable et se voit condamné à 40 ans de détention pour le meurtre de Jennifer Hitchcock et l'enlèvement de David Klein. Il était vraiment évident pour l'accusation et pour le juge que Fryer était en quelque sorte le sous-fifre de Mason. Et je pense que cela a joué sur la façon dont il a été jugé. En 2010, David Klein meurt d'une attaque, sans jamais avoir laissé la haine le consumer. De manière surprenante, David n'a pas montré de véritable amertume envers les gens qui lui ont fait ça. Il était désolé que ça se soit produit. Ça a vraiment changé sa vie, mais il n'a pas montré le genre de ressentiment que l'on pourrait avoir dans de telles circonstances, surtout avec les mains amputées. Ben et Mason sont l'exemple parfait d'une liaison fatale. Ben avait besoin d'une figure paternelle et Mason avait besoin de quelqu'un qui l'idolâtre. C'était idéal pour eux, mais c'était mortel pour les autres.